je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc les objectifs pédagogiques, donc savoir reconnaître un granulome hépatique, connaître les principales caractéristiques histologiques de ces granulomes et également connaître les principales étiologies des granulomes hépatiques. Alors on commence tout de suite par le cas clinique numéro 1. C'est un homme de 46 ans qui présente une augmentation isolée des gamma-GT depuis 4 ans. Il est asymptomatique, il n'a pas de contexte éthylique ou dysmétabolique, pas d'antécédent personnel, un père qui est porteur d'une maladie de Crohn. Et son bilan initial étiologique est négatif. Il a porté sur un bilan viral et auto-immun. L'IRM est normal. Et c'est dans ce contexte qu'est réalisée la biopsie hépatique que vous aviez à regarder. Donc, un beau fragment avec une architecture normale. Vous voyez ici des espaces portes dépourvus de fibrose, des veines centrolobulaires normales, et puis des granulomes hépatiques, ici dans les lobules, ici à plus fort grandissement. Et c'est sur ce type de granulome que va porter la première question. Donc, à votre avis, quelles sont les caractéristiques des granulomes qui étaient présents sur cette biopsie? Donc, non nécrosant, A. B, épithélioïde, C, fibrosant, D, lipophagique, E, à corps étranger. D'accord, donc la réponse était donc autour de dans ces granulomes, vous ne voyez pas de nécrose. Ce sont des granulomes composés de cellules éosinophiles roses allongées, qu'on dit cellules épithélioïdes. Vous ne voyez pas de fibrose autour de ces granulomes, pas de vacuole lipidique au centre de ces granulomes et pas de corps étranger. La seconde question, qui est une question à réponse simple, quelle est la définition stricte d'un granulome? Alors, réponse A, c'est un foyer inflammatoire lymphocytaire et plasmocytaire. Réponse B, c'est une collection de macrophages. Réponse C, il contient toujours des cellules géantes. Réponse D, il est centré par de la nécrose. Et réponse E, il est cerné par de la fibrose. Alors, la bonne réponse, c'était la B. Donc, c'est une collection de macrophages. La définition stricte, ce sont les macrophages. Donc, ce sont des amas de macrophages qui sont souvent modifiés, donc le plus souvent épithélioïdes, parfois spumeux. Ils peuvent fusionner en cellules géantes, mais ça n'est pas obligatoire. Et ils sont associés à des lymphocytes T. Toutes les autres cellules inflammatoires qu'on va pouvoir trouver dans ces granulomes ou les caractéristiques de fibrose ou de nécrose ne sont que des compléments d'information. Ils sont considérés comme une réaction inflammatoire chronique à un agent exogène ou endogène, ou parfois pas connu, et parfois une réaction d'hypersensibilité retardée, notamment dans les toxicités médicamenteuses. On parle de granulome hépatique si le granulome est unique, et puis d'hépatite granulomateuse quand on a de multiples granulomes sur la biopsie. Donc le diagnostic de granulome, il est histologique. 4% des biopsies, vous voyez, de 2 à 15% selon les séries. Plusieurs circonstances de découverte. Les anomalies inexpliquées du bilan hépatique. Donc, dans ce cas-là, il va falloir trouver la cause. Et les causes des granulomes, vous le savez, sont multiples. Le rôle du pathologiste va être d'orienter les examens complémentaires en fournissant des données sur les caractéristiques de ces granulomes. D'autres fois, il y a une cause systémique granulomateuse qui est connue, mais des anomalies du bilan hépatique qui peuvent faire évoquer une anomalie hépatique autre associée. Et la biopsie est réalisée pour faire la part des choses. Plus rarement, il s'agit d'un bilan de complications hépatiques des granulomes, comme des cholestases chroniques ou de l'hypertension portale, lorsqu'il y a des compressions de canaux ou de vaisseaux. Et enfin, ces granulomes peuvent confluer et former des micronodules qui peuvent être détectés sur les examens radiologiques. Alors, le pathologiste va regarder plusieurs choses. Tout d'abord, les caractéristiques de ce granulome. Les macrophages qui le composent sont-ils épithélioïdes ou pas? Est-ce qu'on voit de la nécrose au centre? Est-ce qu'on voit des polynucléaires éosinophiles ou neutrophiles? Est-ce qu'il y a une couronne de fibrose? Est-ce qu'on voit des plasmocytes? Un anneau de fibrine? Est-ce qu'on détecte des agents pathogènes ou des corps étrangers? Dans ce cas-là, on peut s'aider de coloration spéciale et d'un examen en lumière polarisée. Donc tout ça, c'est ce qu'il va falloir vous repérer sur les prochaines diapositives pour essayer d'orienter le diagnostic.
Le pathologiste va également préciser quelle est la topographie de ces granulomes. Est-ce qu'elle est lobulaire? Est-ce qu'elle est portale, périportale? Est-ce qu'elle est péribiliaire? Est-ce qu'elle est mixte? Et est-ce qu'il voit des lésions associées? Donc principalement, on va rechercher des lésions de cholangite destructrice, des lésions de syndrome d'activation macrophagique, des vers dépolis, une vascularite. Et en fonction de toutes ces données, on va pouvoir classer les granulomes. Alors en microgranulomes, donc de tout petits granulomes inférieurs en général à 7 ou 10 cellules qui sont à la limite du physiologique, des lipogranulomes, donc autour de vacuoles de lipides ou d'huile minérale, des granulomes épithéloïdes dont il faudra dire s'ils sont nécrosants ou non nécrosants, des granulomes avec anneaux de fibrine et des granulomes à corps étranger. On va pouvoir dérouler des hypothèses diagnostiques. Alors, la troisième question, quelles sont les 3 causes les plus fréquentes de granulomes hépatiques? A, la sarcoïdose, B, les lymphomes, C, les mycobactéries, D, les médicaments, E, le lupus. Donc c'est très bien. Donc les 3 causes les plus fréquentes, sarcoïdose, mycobactéries et médicaments. Donc les étiologies sont multiples, elles peuvent être extra-hépatiques ou hépatiques. En premier lieu, les plus fréquentes dans le monde, ce sont les infections. Et parmi les 3 plus fréquentes, tuberculose et mycobactéries atypiques, le VHC et la bilharziose. On peut avoir également des causes médicamenteuses et des causes systémiques. Dans les médicaments, ce sont des médicaments qui procurent des mécanismes immunoallergiques ou devant desquels les antibiotiques. Également dans les nouveaux médicaments, les anti-CTLA4 et l'allopurinol, c'est classique. Dans les maladies systémiques, la principale est la sarcoïdose, mais il y a de nombreuses connectivites ou vascularites qui peuvent entraîner ce genre de manifestations, et puis aussi des causes tumorales, les lymphomes hodgkiniens ou non-hodgkiniens. Et enfin, la principale cause hépatique primitive, c'est la cholangite biliaire primitive, isolée, ou un syndrome de chevauchement avec l'hépatite auto-immune et plus rarement la CSP. On passe au cas clinique numéro 2. Donc c'est un jeune homme de 16 ans, il a une hépatite chronique virale B, un fibroscan à 7,6 kPa, et la biopsie est réalisée à la recherche d'indications de traitement et d'évaluation de la fibrose. Donc vous aviez à examiner un parenchyme hépatique qui montrait ici un aspect fibreux et inflammatoire des espaces portes, et puis un aspect classique ici, des hépatocytes en vers dépolis, qui signaient l'infection virale B. Et puis, on trouvait sur la lame 2 granulomes, donc vous avez ici un fort grandissement, et donc je vais vous demander les caractéristiques, enfin la caractéristique, pardon, c'est une question simple, de ce granulome. Donc vous avez des flèches pour repérer le type de cellule. Donc, est-ce que c'est un granulome qui est centré par de la nécrose caséeuse? Est-ce que c'est un granulome B avec corps étranger? Est-ce que c'est un granulome riche en polynucléaires neutrophiles? Est-ce qu'il est riche D en polynucléaires éosinophiles? Est-ce qu'il est riche en plasmocytes? Alors, 73%, la bonne réponse, c'était les éosinophiles. Vous voyez ici ces cellules avec un cytoplasme granuleux très rouge et qui sont binucléées. Et donc, j'enchaîne. Quelles sont les causes de ces granulomes riches en éosinophiles? Donc, pour vous aider, il y en a 3. Alors, A, l'hépatite virale B. B, les causes médicamenteuses. C, les parasites. D, la maladie de Hodgkin. E, les mycobactéries. Alors, les bonnes réponses. Le médicament, c'est classique, hein, c'est épithéloïde et riche en éosinophiles. Les parasites, vous connaissez l'hyperéosinophilie. Et puis la maladie de Hodgkin ou le granulome éosinophile. Les coupes étagées que vous aviez à consulter montraient au sein de ce granulome une structure. Et donc, quel est le diagnostic final que vous avez porté sur les coupes étagées?
A, pardon, un corps étranger. B, de la nécrose fibrinoïde, ici éosinophile. C, un œuf de schistosome. D, une membrane aniste. E, de l'huile minérale. Je vous ai un petit peu aidé. Donc, effectivement, c'était un œuf de schistosome qui signe la bilharziose, et souvent les hépatites B, les granulomes qui sont associés aux hépatites B sont des granulomes dus à schistosomiase. Et quels examens sur cette biopsie hépatique pourrait-on réaliser pour confirmer la présence de ce parasite? Alors, A, la coloration par le PAS ou le PAS diastase. B, une coloration de gros cotes. C, un examen en lumière polarisée. D, une coloration de Gram. Et E, une coloration de Zillnissen. Alors, la réponse était A et B. Donc, ce sont des colorations qui dessinent les parois des structures parasitaires et fongiques. L'examen en lumière polarisée, ce serait pour les corps étrangers ou pour l'amylose. Gram, plutôt pour des bactéries, et Zillnissen pour les bacilles alcoolo-résistants. Donc, vous voyez très bien ici en rose le PAS et puis ici en noir le gros cote. Alors, le cas clinique numéro 3 concerne une femme de 76 ans qui a des nodules hépatiques dans le cadre d'un suivi de cancer du sein, avec sur une biopsie en 2012 une granulomatose mal étiquetée. Ces nodules évoluent et font suspecter une métastase, donc elle est à nouveau biopsiée. Et donc vous aviez à observer ce fragment biopsique avec de larges plages de nécrose et puis ces zones un petit peu fibrocellulaires, à fort grandissement ici dans la fibrose, ce type de cellules. Donc, quelles sont les caractéristiques lésionnelles que vous observez dans cette zone fibro-inflammatoire? Donc, est-ce qu'il s'agit d'une prolifération carcinomateuse nécrosée? Est-ce qu'il s'agit d'une nécrose caséeuse pure? Est-ce qu'il s'agit d'un granulome épithélioïde nécrosant? Est-ce qu'il s'agit d'un abcès ou d'un kyste? Il y a deux réponses possibles. Alors, il n'y avait pas de prolifération carcinomateuse, mais il y avait un granulome avec des cellules épithélioïdes et de la nécrose, ici, en rose. Et cette nécrose, comme vous l'avez vu, elle était complètement acellulaire, donc c'était une nécrose de type caséeux. Quelles sont les deux principales hypothèses de nécrose caséeuse? Alors, A, un tuberculome. B, les médicaments. C, un brucellome. D, la sarcoïdose. E, le lymphome de Hodgkin. Deux hypothèses principales. Donc les deux bonnes réponses étaient un tuberculome et un brucellome, une nécrose ici acellulaire cernée par des cellules épithélioïdes et ici gigantocellulaire. Le diagnostic qui a été retenu chez cette patiente est une tuberculose hépatique. Et effectivement, sur la coloration de Zillnissen ici en bleu que vous voyez, on mettait en évidence ici en rose, j'espère que vous voyez, de très rares bacilles alcoolo-résistants. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas de lésion ou de cicatrice pulmonaire et que les tests qui ont été réalisés, quantiferon, PCR et culture, étaient négatifs, il a été instauré un traitement antituberculeux d'épreuve avec une quasi-disparition des lésions à 6 mois, donc sur la simple présence de ces bacilles alcoolo-résistants. Le cas clinique numéro 4, c'est une femme algérienne de 80 ans qui se présente dans un contexte d'hypertension, de dysthyroïdie, d'altération de l'état général avec diarrhée, de pancolite avec acite, la notion de 2 foyers de pneumopathie, d'une dégradation respiratoire et d'un choc septique avec acidose métabolique. Elle présente une cytolyse et une cholestase, un TP-ABC, un facteur 5 à 60%, et elle a la laparotomie, un foie multinodulaire. Donc, sur la biopsie que vous aviez analysée, donc 2 espaces portes non fibreux,
Et puis, de nombreuses formations, ici, granulomateuses, centrées par de la nécrose, un petit peu de type caséeuse, acellulaire. Et puis, donc, dans les travées hépatocytaires conservées, ce type de cellules, ici, donc, qui évoquent des lésions associées. De quel type? A, un syndrome d'activation macrophagique, B, une stéatose microvacuolaire, C, une cryptococose, D, des histiocytes spumeux, E, de l'érythrophagocytose. Donc, 2 réponses possibles. Pardon. Donc, vous voyez ici, dans ces cellules de Kupfer un petit peu hyperplasiques, la présence en fait d'hématies. Donc, c'est un phénomène d'érythrophagocytose qui définit le syndrome d'activation macrophagique. Et il n'est pas rare que les granulomes soient associés à un syndrome d'activation macrophagique, puisque vous voyez que chez l'adulte, les causes principales sont les infections de tout type, au-devant desquelles les infections par les virus du groupe herpès et les mycobactéries, également les néoplasies, les cancers, lymphomes et lymphoprolifération liés à l'EBV. Et donc cette patiente, elle avait une infection à EBV et un Mycobacterium tuberculosis. Le 5e cas est compliqué, donc j'ai essayé un petit peu de le résumer. L'histologie était également compliquée. C'est un homme de 68 ans qui est hospitalisé pour une fièvre depuis 15 jours, syndrome inflammatoire important, une hyperbilirubinémie totale, et puis l'apparition d'un ictère cutanéo-muqueux, d'une encéphalopathique avec un TP à 50%. Le bilan infectieux au moment de l'arrivée était négatif, hémoculture, ECBU, ponction lombaire, des sérologies virales, hépatite ABC, VIH, brucellose, mycoplasme, paludisme, sérologie EBV, CMV ancienne. Il restait des sérologies en attente. Une notion d'éthylisme chronique à 4 à 6 verres par jour, et puis à l'échographie, une lithiase de l'infundibulum de la vésicule biliaire, sans dilatation des voies biliaires, une splénomégalie, une hépatomégalie. Le diagnostic qui a été suspecté était celui d'une angiocolite, devant l'ictère et l'épaississement de la voie biliaire principale. Il a été instauré une antibiothérapie, réalisé une CPRE avec pose de prothèse, pas d'amélioration sous antibiotiques alors que la bile était stérile, et décision de biopsie hépatique. Donc certains des zones de cette biopsie hépatique montraient des lésions caractéristiques, donc que vous voyez ici. Et donc, que voyez-vous sur ces images? Donc A, des polynucléaires éosinophiles, B, des corps de Mallory, C, des granulomes avec anneaux de fibrine, D, de la fibrose, E, de la stéatose macrovacuolaire. Donc 2 réponses possibles. Oh, pardon, j'ai... Bon, il n'y aura pas le bip, je l'ai enlevé. Donc je vous donne la réponse, j'ai fait une fausse manip. Donc vous voyez sur cette biopsie, ici, des anneaux de fibrine qui centrent souvent des macrophages avec une vacuole claire, et ici, une stéatose macrovacuolaire. Donc ces granulomes avec anneaux de fibrine, classiquement centrés par une vacuole de stéatose, évoquent 3 étiologies principales, la fièvre Q, l'hypersensibilité à l'allopurinol et les infections virales à CMV et EBV. D'autres sont plus rares. Dans d'autres endroits de la biopsie, on voyait d'autres lésions, donc qui sont ici. Donc, quelles sont-elles? A, des corps de Mallory, B, des corps apoptotiques de Kuhn-Sihlmann, C, de la cholestase hépatocanaliculaire, D, des globules hyalins, E, des polynucléaires neutrophiles. Alors, c'est pas mal. Donc, c'était un petit clin d'œil par rapport à l'année dernière. Donc, vous voyez ici, dans ces hépatocytes ballonisés, des corps de Mallory, ici rubanés. Et vous voyez ici, en satellitose, autour, un infiltrat polynucléaire neutrophile. Et donc, cette lésion définit une hépatite alcoolique aiguë. Je vous rappelle que ce monsieur buvait de manière excessive. Et les sérologies virales et autres qu'on attendait ont montré une infection de type fièvre Q. Et donc, vous avez vu qu'on avait des granulomes avec anneaux de fibrine centrés par une vacuole de stéatose. Le dernier cas,
Donc c'est un monsieur de 50 ans qui a une sarcoïdose systémique connue depuis 2002, qui est traitée par des corticoïdes et du méthotrexate. Il est en surpoids. Il présente des perturbations du bilan hépatique, transaminase à 3 fois la normale, gamma-GT supérieur à 1000. Et donc, on nous propose plusieurs hypothèses. Le clinicien nous propose une sarcoïdose avec atteinte hépatique, une NASH, une toxicité du méthotrexate ou une hépatite auto-immune séronégative. Donc, sur la lame que vous aviez à examiner, il y avait un seul granulome, ici, en photo. Et donc, il est évocateur d'un granulome sarcoïdosique. Quels sont, d'après vous, les arguments en faveur d'un granulome sarcoïdosique dans ceux que je vous cite? Donc, A, une couronne lymphocytaire et fibrosante, donc ici. B, une nécrose centrale. C, une cholangite destructrice. D, un granulome épithélioïde. E, un anneau de fibrine. Donc les caractéristiques d'un granulome sarcoïdosique. Donc c'est bien. Donc la sarcoïdose, c'est un granulome de cellules épithélioïdes non nécrosant, classiquement cerné par une couronne de fibrose et des lymphocytes ici agencés également en couronne. On ne voit pas d'anneau de fibrine, on ne voit pas de canal biliaire au centre de ce granulome. Donc ce granulome, il peut comporter au centre une petite nécrose fibrinoïde, des corps de Schaumann ou des corps astéroïdes, qui ne sont pas tout à fait spécifiques, mais qui forment des petites étoiles dans le granulome. Ils sont classiquement fibrosants, confluents et compressifs, de topographie plus volontiers portale que lobulaire, ce qui explique les compressions des vaisseaux et des canaux. Évidemment, le diagnostic il est anatomo-clinique et on doit requérir des arguments pour la sarcoïdose, atteinte médiastinopulmonaire et enzyme de conversion de l'angiotensine élevée et bien évidemment éliminer une CBP qui est le diagnostic différentiel principal. Donc, quelles sont les autres causes de granulome portaux que vous connaissez? Le virus de l'hépatite C, les médicaments, les lipogranulomes, la cholangite biliaire primitive ou l'infection chronique par le virus de l'hépatite B. Deux autres causes de granulome portaux. Alors, c'est presque ça. Donc, le virus de l'hépatite C, c'est assez classique, et normalement, ça respecte les canaux biliaires, et la cholangite biliaire primitive, qui est le principal diagnostic différentiel. Comment est-ce qu'on va faire, nous, à NAPAT, la différence? Eh bien, on va regarder les canaux biliaires. Donc, dans l'hépatite C, le canal biliaire, ici, est refoulé. Il est en général respecté ou le siège d'une petite cholangite lymphocytaire. Dans la sarcoïdose, on l'a dit, ici, les vénules portent, et les canaux sont refoulés et comprimés, ce qui peut donner des signes d'hypertension portale, une ductopénie et une cirrhose biliaire. Et ici, dans la cholangite biliaire primitive, classiquement, c'est un granulome épithélioïde qui est également riche en lymphocytes et en plasmocytes et qui s'organise ici autour du canal et détruit le canal, ce qui conduit à une ductopénie et à une cirrhose de type biliaire. Donc ce patient, on nous posait également la question d'une stéatopathie. Donc vous voyez ce beau fragment avec une stéatose ici autour de veines centrolobulaires normales, des espaces portes de petite taille. Et donc, qu'est-ce que vous constatez ici à fort grandissement qui va vous aider à classer la stéatopathie? Donc, est-ce que vous voyez une stéatose macrovacuolaire? Est-ce que vous voyez des ballonnisations hépatocytaires? Est-ce que vous voyez un infiltrat lobulaire? Est-ce que vous voyez une stéatose microvésiculaire? Est-ce que vous voyez de la fibrose sinusoïdale périvénulaire? C'est panaché. Donc, vous voyez une stéatose macrovacuolaire qui refoule les noyaux et vous voyez un infiltrat lobulaire. Et il n'y a pas de ballonnisation hépatocytaire, donc ça n'est pas une NASH.
Pour rappel, dans l'algorithme FLIP, on l'avait vu l'année dernière, pour faire le diagnostic de NASH, il faut un point de stéatose supérieur à 5%, un point de ballonisation et un point d'infiltrat lobulaire. Donc, pour terminer, les granulomes hépatiques, leur diagnostic repose sur une confrontation anatomo-clinique, sur une enquête poussée des cliniciens à la recherche donc, de prises médicamenteuses de voyage. Il faut prendre en compte également la profession et d'éventuels comptages, la recherche de manifestations extra-hépatiques, et puis donc va être réalisé un bilan étiologique qui va être par étapes. Et donc dans cet article, il est conseillé de le réaliser en 3 étapes, et dans lequel donc, les informations que prodiguera le pathologiste pourront peut-être orienter et permettre de pousser plus loin les investigations. Donc vous avez en étape numéro 1 la recherche évidemment d'une prise médicamenteuse, la recherche de signes pour une sarcoïdose, d'anticorps anti-mitochondrie, et puis de sérologie évidemment virale et d'arguments pour une tuberculose. En situation numéro 2, donc des enquêtes infectieuses plus poussées ou immunologiques. Et donc là, la NAPA va pouvoir aider, justement, on l'a vu. Troisième étape, on surveille, ou alors on va plus loin avec une biopsie ostéomédulaire à la recherche, par exemple, d'infiltration lymphomateuse. Et puis, quand même, dans 10 à 30% des cas, eh bien, cette granulomatose, elle va rester inexpliquée. C'était le cas de notre premier patient. Donc, pour finir, quelques messages clés à retenir. Donc, finalement, les granulomes hépatiques, une symptomatologie qui est très variable, qui n'est pas du tout spécifique, des anomalies du bilan hépatique également non spécifiques. Le diagnostic est histologique et le rôle du pathologiste est essentiel dans la démarche diagnostique. Donc les caractéristiques, la topographie et les lésions associées permettent de hiérarchiser ces hypothèses qu'on va vous proposer. Il faut garder en mémoire que les infections, la sarcoïdose et les médicaments représentent les causes principales systémiques avec atteinte hépatique et que la CBP est une cause hépatique primitive fréquente qui tend à devenir la cause majeure en Occident. Je vous remercie pour votre attention.